c'est parti pour ce tout premier numéro de cette émission qui vous accompagnera désormais tous les matins de 10h30 à 11h30 sur la SOS Docteur TV. De la nourriture à la santé, du sport à la beauté, tous les aspects de votre vie quotidienne seront abordés au cours de cette émission. Des experts et des professionnels du domaine de la santé défileront sur ce plateau pour vous prodiguer des conseils pouvant vous permettre d'améliorer votre condition de vie. Bienvenue à vous sur le plateau du bien-être. Quand on parle de plateau du bien-être, nous sommes là et ma team est avec moi et ce sera tous les jours. Bonjour ma team, ma précieuse team. Bonjour Blondine. Comment vous allez? Comment je vais bien. J'espère que Jacques, bonjour. Bonjour Blondine, il faut dire que je vais bien, je me sens très heureux parce que aujourd'hui je suis entouré par de belles créatures qui illuminent ce plateau. Donc autrement dit, aujourd'hui les hommes doivent m'envier. Oh là là. Alors Charlène, comment tu vas? Je vais super bien et toi? Ouais, ça va avec cette fraîcheur, je ne peux qu'aller bien. Hein. En tout cas, la nuit a été belle. Alors, bonjour à nos chers téléspectateurs également, bonjour à vous. Bonjour Charlène. Voilà. Bonjour Gisèle. Bonjour Blondine. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Je vais bien également. Ok. Ça fait plaisir. Alors. C'est la rentrée, hein? Ah oui, c'est la rentrée, c'est la reprise. On souhaite que vivement nos téléspectateurs soient de nos côtés, hein, du début jusqu'à des années, que voilà, on voyage ensemble, que cette aventure soit tout simplement belle pour vous et nous. Encore une fois, bienvenue dans l'émission Le Plateau du Bien-être. L'émission qui vous met absolument bien, n'est-ce pas? Tout à fait. Ah bah, on applaudit pour ça. Alors, mes très chers, nous allons commencer cette émission avec la causerie du jour. Je vous donne l'intitulé « Un homme accuse sa femme d'avoir encouragé leur domestique à se rapprocher de lui en raison de ses fréquentes absences pour le travail. » Vous êtes pour ou vous êtes contre? Jacques, honneur au seul coq de la basse-cour. Ok Jacques, honneur à toi. Je dirais que l'homme ferait même mieux de sanctionner cette femme-là parce que c'est une femme qui s'est égarée sur le chemin du mariage. Je ne vais pas dire c'est une femme, mais je dirais que c'est une jeune fille qui n'a pas compris ce qu'est le mariage. Donc moi je suis désolé. Moi à la place de l'homme je remplace simplement cette femme-là parce que c'est pas femme en fait, c'est une jeune fille qui n'a pas encore compris le sens du mariage. Et pour moi elle n'est pas encore prête parce que si elle a réellement ou encore véritablement compris le sens du mariage, elle devait comprendre en réalité que le bien-être de l'homme aussi passe par là. Elle devait comprendre également que le foyer passe avant tout. Et si elle n'est pas encore prête, elle n'a pas le droit de s'engager en fait. Donc pour toi, je viens. Je n'ai pas encore fini. Je viens. Maintenant, vous voyez, je dirais que ce sont les conséquences de ce que nous appelons de nos jours femmes battantes, femmes influenceuses, femmes quoi, tout ce que nous avons comme terme aujourd'hui. Non, je dis, excuse-moi. Et tout ce que nous appelons émancipation, qui est compris, en tout cas autrement, je pense que ce sont les conséquences de tout cela. Pourquoi? Parce que la femme se dit, je suis émancipée, j'ai mes droits. Mais écoutez, au foyer, c'est pas ça. Je suis désolé de le dire. C'est la faute de l'homme. Parce que c'est une femme qui a épousé son travail et non son monsieur. De nos jours, les hommes disent qu'il ne peut pas épouser une femme qui ne fait rien. Voilà. Et généralement, ils disent c'est 50-50. Ce n'est plus 80 ou 90-10. Hein. C'est 50-50. Maintenant, si la femme ne travaille pas, où veux-tu qu'elle trouve de l'argent pour venir investir? Donc, moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que son travail viendrait éduquer ses enfants? Son travail n'est pas... Son travail va satisfaire son monsieur. Qui éduque un enfant? Le monsieur est là pour éduquer aussi l'enfant. Quand il n'est pas là, la dame éduque les enfants. Quand c'est le contraire, je pense que ça ne doit pas poser problème, n'est-ce pas? Au fait, je pense qu'on revient dans le contexte de la causerie, du sujet. Le sujet dit que l'homme accuse la femme d'être responsable du rapprochement qu'il y a entre la domestique et lui à cause de ses absences récurrentes. C'est pas travail sans absence. Moi je me dis, d'emblée, quand tu es femme au foyer et que tu travailles, tu dois savoir que tu as une double responsabilité. Et c'est à toi en tant que femme de pouvoir faire la part des choses. Bisous à toi. Mais là, si tu es femme,
tu sais que tu es au foyer et que tu passes pratiquement tout ton temps au travail. Exemple, tu pars 6 heures, tu reviens peut-être à 22 heures et tu te plains après que la domestique qui est à la maison rentre, se rapproche de ton mari. De nos jours, tu ne peux pas, attends. Tu ne peux pas, attends Blondine, tu ne peux pas mettre du poisson ou de la viande à côté du chat et te plaindre après que le chat l'a consommé. Est-ce que la femme met de la viande à côté du chat? Écoutez, elle n'est pas là. C'est très difficile. Mais ça ne veut pas dire que là, épouse ton boulot. Épouse ton boulot. Ça va où il a les pieds, non? Quel genre de boulot je faisais avant de m'épouser? Non, si je suis la logique de Gisèle, tu es parfaitement d'accord avec le monsieur qui prétend que c'est sa femme qui l'a poussé dans les bras de sa domestique. Oui. Pour toi, la femme ne doit pas travailler? Non, pas qu'elle ne doit pas travailler là. Pas qu'elle ne doit pas travailler, mais elle doit savoir concilier son travail et son rôle de femme au foyer. C'est une question de discipline. Si c'est pas évident, permettez. Si c'est pas évident, je viens. Si c'est pas évident, qu'elle ne se marie pas. Je suis désolé. D'accord. Si c'est pas évident, qu'elle ne se marie pas. Je prends. Ok, Charlène. Non, Charlène, je viens. Non, Charlène, je viens. Maintenant, écoute-moi. Elle dit c'est normal que c'est son boulot et le monsieur devait comprendre. D'accord. Il est vrai que au départ, je n'ai pas connaissance des clauses de leur contrat. Comment ils se sont entendus pour cheminer ensemble. Maintenant, dis-moi Charlène, tu épouses un monsieur que tu vois une seule fois dans le mois. Et je viens une seule fois dans le mois et c'est à des heures tardives. Il vient peut-être vers 23 heures, il fait 5 minutes et il repart et dit que c'est bon, c'est pour le travail. Si je ne suis pas d'accord, je divorce. C'est tout. C'est ce que le monsieur fait. Oui, qui dit c'est ce que le monsieur fait. Non, mais il c'est le commencement du divorce. Justement, il faut dire que ça ne lui plaît pas. Il se plaint. Est-ce qu'il a fait des reproches à la dame? Mais écoutez, si se plaît, il a fait des reproches à la dame. Moi, j'aimerais vous poser une question. Je vous dis, ce sont les conséquences de ce que nous appelons femme influence. Bon, ok, Charlène termine. S'il veut que la femme ait le temps pour s'occuper des enfants, je pense qu'il peut lui demander de démissionner, de rester à la maison. Là, il prend tout en charge. Non, mais n'est pas en train de dire que la femme... Il veut une femme qui travaille, une femme battante. La femme aime plus son travail que le monsieur. Est-ce que tu es proposé, la femme a refusé. Charlène, oui. Est-ce que tu es sûre que si le monsieur demande à sa femme de laisser tomber son travail, on a connu des histoires pareilles, l'homme te dit laisse ton boulot, je te paie ton salaire à la fin du mois. Et à la longue, bon peut-être pour les premiers mois, il a pu gérer, mais à la longue, il n'a pas pu le faire. À qui la faute? C'est pour ça que j'ai été à l'école, parce que je sais qu'il y a quelque chose qu'on appelle contrat. On va chez un notaire, là, on signe un contrat, on dépose. Moi, je pense que le sujet n'est pas en train de dire que l'homme est contre le travail de la femme. Exactement. Il dit juste que les absences de trop empiètent sur le bon fonctionnement. Mais il a précisé qu'il a fait des reproches à la dame. Vous savez. Donc, c'est à la femme de donner ses oreilles de aujourd'hui venir assurer son rôle. Si le monsieur même était infidèle depuis, il ne va pas rejeter la faute sur sa femme. Non, ce n'est pas une question d'infidélité. Je pense que moi, c'est un monsieur qui se soucie de son mariage. Oui. Son mariage. Je suis désolé de dire, c'est un monsieur qui pense, qui se soucie de son mariage. C'est un monsieur même qui veut sauver son mariage de l'enfer. Attendez, une personne à la fois. Je dis, c'est un monsieur qui veut sauver son mariage de l'enfer. Il allait se taire. Il se plaire dans cette situation. Exactement. Et même avoir des intimités avec la domestique sans même que la femme Ok. Mais si la domestique tombait grosse, on va dire quoi? Cette même femme viendra se plaindre. Cette même femme viendra se plaindre. On va faire une chose. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre en même temps. Attendez, cette femme, elle doit savoir. Moi je dis, Blandine, moi je dis, il faudrait qu'on raisonne cette femme-là. Oui, il faudrait qu'on raisonne cette femme-là et qu'elle arrive à faire la part des choses. Mais du moins, elle ne peut pas qu'elle démissionne, qu'elle quitte son foyer simplement. Non, c'est ton mot de fin. Oui. C'est ton mot de fin. Justement. C'est mon mot de fin. Qu'elle quitte son foyer. Qu'elle quitte parce qu'elle n'a rien compris du mariage et elle s'est égarée. D'accord. Oui. Mais moi, je me dis que si on ne peut pas dire à la femme d'interdire à la femme de travailler, mais du moment où elle accepte se marier également, elle a qu'à savoir que ça fait double responsabilité. Là, elle doit pouvoir chercher,
comment faire pour régler la situation? Juste milieu, c'est-à-dire concilier son travail et sa vie de femme au foyer. Voilà. Ok, moi je dis c'est pas souvent évident, hein. Travailler, tu finis tard. Si ton boss te demande de finir tard, tu as des tâches à accomplir et que tu n'arrives pas à finir. Ton boss ne sait pas que tu t'es marié légalement. Laisse-moi terminer parce que quand tu parlais, je n'ai pas branché, donc s'il te plaît. Et ce que moi je vais conseiller, mon mot de fin, c'est de dire au monsieur d'appeler la femme calmement, de lui dire de démissionner. Il prend tout en charge, 100%. Voilà, c'est tout. Merci, les avis sont vraiment partagés sur ce plateau. Je vous rappelle le sujet qui a fait objet de notre causerie du jour. Un homme accuse sa femme d'avoir encouragé leur domestique à se rapprocher de lui en raison de ses fréquentes absences pour le travail, pour ou contre. J'espère que vous aussi à la maison, vous avez pu participer à ce débat avec nous et que vous avez certainement pris votre part. Nous allons poursuivre donc cette émission et tout de suite place à l'info du jour. Alors, voici l'info du jour. La faim est à un niveau catastrophique dans la bande de Gaza, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Des enfants meurent de malnutrition et de déshydratation, alors que la nourriture et l'eau potable attendent dans des camions à la frontière, incapables d'accéder à la population en détresse. C'est un reportage de nos confrères de France 24. Après plus de 8 mois de guerre dans la bande de Gaza, la situation humanitaire est toujours plus catastrophique. Selon l'ONU, sur le 1,5 million d'habitants déplacés, plus des 3/4 souffrent d'insécurité alimentaire et 3000 enfants frappés de malnutrition seraient privés de traitements adaptés, selon l'UNICEF. C'était le cas de Jana Ayad, qui s'affaiblissait chaque jour sous le regard de sa mère impuissante. Ma fille était en train de mourir devant moi. Jour après jour, elle dépérissait. Son état était très mauvais. Son poids a chuté soudainement et je ne savais pas quoi faire. Son état était vraiment très mauvais. Sans Dieu et sans le médecin étranger qui m'a soutenue et qui nous a amenés ici, j'aurais perdu ma fille. Jana est toujours d'une maigreur extrême et pourtant, depuis son arrivée dans cet hôpital de campagne de Deir el-Bala, elle a déjà repris près de 3 kilos grâce aux soins prodigués par les équipes de l'ONG International Medical Corps. Lorsqu'elle est arrivée chez nous, elle souffrait de malnutrition aiguë sévère avec des complications de vomissements et de diarrhée. Elle pesait 9 kilos et la circonférence de la partie moyenne du bras, le muac, était de 10. Maintenant, Jana va bien et son poids est passé à 11,7 kg. J'espère qu'elle ira bien et qu'elle rentrera bientôt chez elle, si Dieu le veut. Le bracelet MUAC évoqué est un outil permettant une détection rapide de la malnutrition par la mesure de la circonférence des bras des enfants. L'ONG qui redoute. Retour au plateau, si vous venez de nous capter, vous êtes sur la chaîne qui parle de votre bien-être et de votre confort, la SOS Docteur TV, et vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Voilà, après cette courte pause musicale, place maintenant à la recette du jour. Alors, Charlène, c'est toi qui t'attellera à nous apporter des plats sur ce plateau pour qu'on mange. Ouais. Même si aujourd'hui, tu as décidé... Même si c'est virtuellement, je pense que... Non, on dit quand tu vois quelque chose, tu as déjà mangé. On dit quand tu penses à pêcher, même si tu ne l'as pas réalisé, tu as déjà pêché. Quand tu vois de l'eau, quand il fait frais, quand il fait frais, tu regardes, tu observes l'eau, ça veut dire que tu es déjà lavé. Donc quand vous voyez ça virtuellement, ça veut dire que vous avez déjà mangé. En tout cas, tu as décidé de nous faire mourir de faim aujourd'hui. Tu n'es pas venu avec une recette, tu es plutôt venu avec une astuce. Oui. Les astuces, je pense que ça aide beaucoup en cuisine, c'est très important. Et moi, je suis maman à recette, maman à astuce, donc 2.0. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de comment éliminer l'odeur du brûlé dans la nourriture. Dans la nourriture. Dis-nous tout. Je précise que généralement, ce qu'on laisse brûler, c'est le riz.
Vous voyez, dans les funérailles, il y a une tante, là, il y a toujours une tante qui aime se faire voir, elle sait tout faire et tout. Et puis, tu connais tout. Elle, voilà, elle laisse le riz brûler et puis là, elle est paniquée, elle ne sait plus quoi faire. Donc, j'ai 2 petites astuces pour vous aujourd'hui. La première, c'est d'avoir toujours du pain à la maison, dans votre cuisine, au salon et tout. Quand vous préparez votre riz, par exemple, et qu'il est brûlé, vous faites simplement, vous prenez votre pain simplement, vous le découpez en tranches, vous recouvrez votre marmite de riz de ces tranches de pain et vous recouvrez la marmite. Vous laissez pendant 10 minutes et puis voilà. Le pain absorbe en fait l'odeur du brûlé. Voilà, vous voyez un peu sur l'écran, votre écran, il y a le riz gras qui... Généralement, c'est une forte, ça dégage une forte odeur. Quand ça commence par se cramer, ça dégage une forte odeur. Et je tiens à préciser que lorsque le riz est déjà noir, ne le consommez plus. Il faut le mettre à la poubelle. Mais généralement, il y a une partie qui est un peu marron, marron façon. Et quand vous remarquez ça, vous prenez vos tranches de pain, vous recouvrez la marmite. Et puis voilà, 10 minutes après, le pain absorbe l'odeur du brûlé. Et puis votre riz est comme s'il n'avait jamais cramé. Attends, j'ai une question. Le riz a la couleur marron là. Maintenant, quand je mets les tranches de pain dessus et que je recouvre pendant 10 minutes, est-ce que ça va redevenir blanc? Ça ne peut plus redevenir blanc. Non, ça ne peut plus redevenir blanc. Ce que vous devez faire, c'est que généralement, quand c'est comme ça, c'est juste une partie où le bord qui devient un peu marron. Donc, prenez juste la partie où le riz est blanc, le milieu, vous prenez le milieu. Ou bien, généralement, il y a aussi le milieu qui crame, mais tout autour, c'est nickel. Donc, vous prenez juste la partie où le riz est blanc, parce que l'odeur du boulet a été déjà absorbée par le pain. Donc, vous servez et vous mangez comme si de rien n'était. Voilà. Qu'en est-il du pain, là? Après, vous le jetez. On peut pas vouloir avoir le beurre et puis l'argent du beurre, comme l'a dit Gisèle. Alors tu avais parlé de 2 astuces. 2 astuces. La deuxième également, elle est toute simple, avec un ingrédient qu'on retrouve tout le temps en cuisine, c'est de l'oignon. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai oublié de préciser que la première des choses, quand votre riz est en train de cramer, vous éteignez le feu. C'est très important avant de pouvoir mettre le pain et tout. Maintenant, avec l'oignon, vous épulchez juste l'oignon. Voilà, quand vous l'épulchez, vous lavez votre oignon et puis vous l'introduisez au milieu de la marmite. Vous recouvrez pendant 10 à 15 minutes. Et l'oignon aussi aspire l'odeur du brûlé. L'oignon, une forte odeur. Voilà, vous le savez tous. Généralement, quand nous, les grands chefs, voilà, on veut cuisiner. Quand on veut cuisiner, même si c'est du riz, on met un peu de l'oignon dans de l'huile avant. Pour parfumer un voilà, petit parfumer. peu. Même pour les sauces tomates, c'est pareil, juste parfumer l'huile. Donc, l'odeur et l'oignon a une forte odeur, voilà, qui a la capacité d'absorber l'odeur du boulet, puis de laisser son parfum. Voilà. En fait, il y a quelque chose que je ne maîtrise pas, je ne comprends pas vraiment. Parce que tu n'aimes pas faire la cuisine. Qu'est-ce que tu en sais? Je m'apprête déjà parce que on rencontre très souvent ces genres de situations. Mais il y a une petite confusion dans ma tête. Vous imaginez le jour de mon mariage. J'ai, vous voyez les grosses marmites de tchouk là, qui est sur le feu avec mon riz cantonné. Et à un moment donné, ça commence pas à cramer, comme vous le dites. Bon, est-ce que quand je vais prendre 2 ou 3 mie de pain pour mettre au milieu là, est-ce que ça va faire quelque chose? Pas seulement 2 ou 3 mie, c'est pour ça que je dis vous recouvrez tout le riz. Voilà, vous recouvrez tout le riz. Pour l'oignon, il faudra en mettre compte parce que vous voyez la quantité. C'est quand même... Ça dépend de la quantité. Bon, ce dont moi je suis en train de parler, c'est peut-être le riz de 3 à 4 personnes. Maintenant, quand c'est une grande marmite lors d'une cérémonie, par exemple, vous prenez assez d'oignons que vous introduisez au fond de la marmite, un peu partout, voilà. Et vous recouvrez, vous attendez un peu. Et après, on jette l'oignon. Vous enlevez l'oignon, vous le jetez, mais tu peux pas avoir le beurre et puis la viande. Je te reprends sur... On dirait que Charlotte a trouvé sa nouvelle citation. Exactement. Elle l'a dans la bouche, hein.
Donc, c'est vraiment très simple. Il y a des choses qu'il faut forcément avoir en cuisine. Surtout pour nous, les femmes, c'est vrai, les hommes. Jacques, bon, je ne le compte pas dedans parce que non, généralement, les hommes comme Jacques. Je suis un cordon bleu de ma famille. Il disait qu'il ne servait pas un truc. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas l'habitude souvent d'aller en cuisine. C'est une tautologie. Je vais te préparer un petit truc, tu verras. Je veux pas avoir des mots de vente, s'il te plaît. Ça va ravir tes papilles. Donc, voilà un peu. Voilà, c'est tout. En tout cas, je vais faire exprès ce soir. On va faire exprès de... Moi, je vais le faire. Si vous ne faites pas attention, vous laissez le riz devenir noir, vous ne pouvez plus le manger. Ça, c'est pas du tout bon pour la santé. Donc, voilà. Ok. Merci beaucoup, Charlène. Alors, nous allons poursuivre cette belle émission et tout de suite, place à Que sais-je? C'est juste après le jingle. Alors, aujourd'hui, cette rubrique-là qui rend le savoir contagieux. Lui-même, il a l'habitude de dire que c'est l'antiseptique de l'ignorance. Aujourd'hui, il nous transporte dans l'univers des bébés. Voilà. Et nous aurons à parler de la fontanelle chez le bébé. Jacques, la parole est à toi. Merci beaucoup. Tu vois, quand tu m'annonces comme ça, là, ça me fait beaucoup plaisir. Eh bien, aujourd'hui, nous allons remarquer quelque chose chez les enfants. Oui. Prenez juste l'enfant, et quand je parle de la fontanelle, vous allez voir tout de suite l'image à l'écran. Regardez juste au niveau de sa tête, juste au beau milieu. Vous allez voir qu'il y a un endroit un peu molle, et vous verrez parfois des mouvements de haut et bas. Oui. Haut et bas. C'est comme ça. Comme si l'enfant respirait façon. Ah, voilà, bon, c'est le terme que les gens emploient très souvent. On dit que l'enfant respire. Est-ce que réellement l'enfant respire par là? C'est-à-dire que le cœur de l'enfant se situe au beau milieu de sa tête. C'est un peu drôle, mais... Voilà, tel que nous l'avons à l'image, et voilà sur l'écran, la fontanelle antérieure et la fontanelle postérieure. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de la fontanelle antérieure. Bon, parfois pour certaines personnes, c'est vrai, on le retrouve jusqu'au beau milieu de l'autre côté. Alors, il faut dire que généralement, lorsque nous voyons des choses comme ça, on dit l'enfant respire. Mais je suis désolé de le dire, l'enfant ne respire pas par là. Nous allons faire juste une petite expérience. Prenez juste vos deux doigts, l'index et le majeur. Vous mettez juste au niveau de votre cou ici. Vous allez m'en dire un peu. Ça bat. Oui. Exactement. Et juste au beau milieu ici. C'est pareil. Exactement. Alors, on parle du pouls. Eh bien, il s'agit des battements, des mouvements pulsatiles. D'accord? On parle des mouvements pulsatiles du cœur. C'est-à-dire quoi? Je vous explique. Au niveau, lorsque le cœur bat, lorsque le cœur travaille, le cœur envoie le sang à travers les veines qui vont dans les organes et tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vu que le bébé n'a pas encore une tête solide, le crâne n'est pas encore tout fait, alors il se trouve qu'il y a des vaisseaux sanguins qui passent juste en dessous. Alors, vu que le sang passe, lorsque le cœur travaille, le cœur pompe le sang, ça passe dans les veines. Donc, à ce niveau-là, on peut facilement remarquer ce mouvement pulsatile, ce mouvement de haut et bas. Donc, et le sang parvient maintenant aux organes et un peu partout. Donc, c'est ce qui fait dire très souvent que l'enfant respire, alors que l'enfant ne respire pas. Et il faut également dire que c'est l'absence d'os dur au niveau de la fontanelle et qui fait dire également que l'enfant, voilà, qu'on remarque très souvent ce mouvement. Donc, il faut dire qu'aussi, il y a également un processus de croissance du crâne. Donc, tant que, comme nous l'avons vu sur les images tout à l'heure, vous allez voir que ça se ferme au fur et à mesure que l'enfant grandit. Et ce que nous oublions, c'est que parfois, non, ce n'est même pas parfois, cet endroit est aussi molle pour faciliter la sortie de l'enfant pendant la naissance, son passage de l'intérieur à l'extérieur de la maman. D'accord, Jack. Alors, si l'enfant ne respire pas par la fontanelle, alors l'enfant respire par où? L'enfant respire comme toute personne. C'est un humain. L'air entre par le nez, la bouche, ça passe par notre trachée, ça parvient au poumon. Et voilà, le mouvement d'inspiration et expiration. Donc l'enfant respire comme tout le monde, comme tout être
tout être humain jusque l'enfant ne respire pas par la fontanelle. Alors Jacques, en résumé? En résumé, l'enfant ne respire, le cœur de l'enfant ne se trouve pas au beau milieu, mais cependant on peut quand même remarquer parfois qu'il y a un gonflement, parfois l'enfant fait de la fièvre ou encore il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a plus d'ouverture, ben à ce moment-là il faudrait qu'on s'inquiète et alors là il faut prendre rendez-vous avec son pédiatre pour essayer de comprendre. Il saura comment poser le diagnostic pour savoir s'il y a un problème ou pas et c'est à lui de vous donner voilà, de vous trouver des solutions. J'espère que nos mémés ont suivi. Parce que justement, très souvent, on écrase vraiment des plantes là qu'on essaie d'étaler au beau milieu de l'enfant pour refermer. C'est pour ça que s'il y a un souci, le pédiatre ou encore voilà, un spécialiste de la santé vous dira mieux. Mais comprenez juste que l'enfant respire par là. Et parfois même, les gens sont tentés à prendre le tissu de l'enfant quand l'enfant a le hoquet. On essaie de tirer un peu quelques fils là et on met au milieu. Et on dit que ça va arrêter cela. Est-ce que c'est vraiment vérifié? Je ne saurais le dire. Prochain numéro, on en saura davantage. Merci beaucoup Jacques. Alors, nous allons poursuivre cette émission et place tout de suite à la rubrique à l'hôpital avec Gisèle. Let's go. Gisèle, aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur l'échographe. C'est quoi l'échographe? Alors, merci Blondine. Avant de répondre à ta question, j'aimerais savoir qui d'entre vous a déjà eu recours à l'échographie? Moi, plusieurs fois. Non, moi, j'ai accompagné des gens. Je pensais qu'il avait dit qu'il a accompagné. J'ai accompagné des amis avec eux. Des amis avec eux. Oui, pour aller faire l'échographie. Ah, super. Alors, pour revenir à la question de Blondine, l'échographe, qu'est-ce que c'est? L'échographe, c'est un dispositif qui utilise des ondes ultrasonores afin de réaliser des mesures ou d'acquérir des images. Vous allez voir déjà à l'image tout à l'heure, on va nous montrer ce qu'est l'échographe en image. On peut dire que c'est un dispositif qu'on utilise pour faire l'échographie. Donc, c'est ça qu'on appelle l'échographe. Les gens ont... oui, c'est ça. Vous allez voir ça à l'écran. Non, c'est la machine. Là. Oui, non, on pensait que c'était celui qui faisait l'échographie. Franchement, échographe, justement, oui. C'est la machine qu'on utilise pour faire l'échographie. Et qui peut utiliser l'échographie? Alors, qui peut utiliser l'échographie? Je dirais que l'échographe, tout type de spécialité médicale peuvent utiliser l'échographe. On peut voir les ophtalmologistes, on peut voir les gastro-entérologues, on peut voir les médecins nucléaires même qui demandent l'échographie. Et l'appareil qu'on utilise pour réaliser cette échographie, c'est l'échographe. Et quel est le rôle de l'échographe alors? Alors, l'échographe permet de faire l'échographie, d'accord? Et ça permet de faire des diagnostics, de poser des diagnostics clairs et précis. Parce que si tu as mal à la tête, par exemple, et que tu vas à l'hôpital, le médecin généraliste te consulte, il n'a pas vraiment le diagnostic précis. Ce qui engendre ce mal de tête, il va te référer à un spécialiste. Et là-bas, le spécialiste va utiliser l'échographe pour te faire l'échographie et voir ce que tu as. Donc, ça permet d'avoir un diagnostic clair et précis du patient. Sinon, ça prête confusion. Oui, on pense, comme Charlène l'a dit, que l'échographe, c'est celui qui fait l'échographie. Alors que c'est l'appareil, la machine qui sert à faire l'échographie qui s'appelle l'échographe. Et tout type de spécialité médicale confondue utilise l'échographe. Voilà. D'accord. Ce sera tout, Gisèle. Ce sera tout. Merci beaucoup, Gisèle, pour cette... parce que franchement, quand moi j'ai lu échographe, pour moi, je pensais que c'est celui qui faisait. En tout cas, merci de nous avoir éclairé sur le sujet. Nous allons faire une toute petite transition musicale et on revient juste après. Retour donc dans ce studio avec de nouveaux visages. Quand on parle du plateau du bien-être, c'est une grande famille et voilà, nous avons de nouveaux visages sur le plateau. Non, pas Gisèle. Gisèle, qu'est-ce que tu as? Pas sur toi. Alors Nash,
Bonne arrivée, bonjour, comment tu vas? Bonjour Blondie, je me porte bien et toi? Je vais bien également. Bonjour Ezekiel, j'espère que tu te portes bien. Je vais très bien Nachat, bonjour Blandine, bonjour Gisèle. Bonjour Ezekiel. Voilà, bonjour à tous aussi qui est avec nous aujourd'hui ce matin. Voilà. Alors, Nash, tu seras chargé de nous présenter la chronique Astuces Santé. Justement, aujourd'hui, avec le premier numéro de cette émission, il y a eu beaucoup de stress autour. Et aujourd'hui, tu nous parles de la gestion du stress. Tout à fait. Ça tombe bien. Tout à fait. C'est juste après le jingle. Alors, dis-nous, Nash, est-ce que le stress peut avoir un impact, je dirais, psychologique sur la santé? Oui, bon, pour aller plus rapidement, c'est vrai, quand on parle du stress, c'est la santé mentale qui est touchée. Et puis, comme on le dit souvent, le bien-être est menacé. Donc, selon les spécialistes, le stress a un impact psychologique et physique. Quand on prend côté physique, il y a l'augmentation de la pression artérielle, les maux de tête. Quand on prend côté psychologique, il y a des troubles du sommeil. Lorsqu'on a un trouble, je ne suis pas sûre que on pourra faire quelque chose. Donc, d'où nous allons parler aujourd'hui, nous allons vous proposer des astuces simples que vous allez faire à la maison, que ce soit au boulot, et bon, tout ce que vous voulez, histoire de gérer un peu le stress. Alors, quelles sont ces astuces? Et justement, la première astuce que je vous propose ce matin, c'est d'avoir un bon sommeil, un sommeil de qualité. C'est vrai, quand vous êtes stressé, c'est très compliqué de fermer même l'œil, c'est vrai, mais de faire un petit peu d'effort, histoire de se déstresser un peu. Alors, lorsque vous vous réveillez le matin, c'est de faire une activité physique, le yoga par exemple. Je suis sûre qu'Ezekiel nous en dira plus sur le yoga. C'est un sport très recommandé aussi lorsqu'on est stressé. Il y a également la massothérapie. Même si vous n'avez pas le moyen d'aller chez un masseur, l'argent la peut servir à faire la pâte à la maison. Tu peux voir ton pain, comme on le dit maintenant sur les réseaux sociaux. Tu peux voir ton pain, il va te faire un petit massage. Je pense que ça peut passer. Et voilà, comme on le voit déjà à l'image, à l'écran, pardon, il s'agit du yoga. Il s'agit ici de la massothérapie qu'il faut faire à la maison. Et il faut aussi essayer de partager son problème avec ses amis, que ce soit au boulot. Je le dis souvent, c'est vrai qu'on a nos petits secrets à nous, on ne veut pas tout partager, mais peut-être se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, tout simplement, et puis bon, voir peut-être les amis peuvent vous apporter quelques solutions à vos problèmes. Alors, on va parler aussi des employeurs aussi dans les entreprises, que ce soit audiovisuel, que ce soit dans les PME et tout. C'est vrai, il faut essayer de partager vos tâches aussi à vos collaborateurs tout simplement parce que c'est vrai que quand nous avons des projets, on est les seuls à savoir comment faut-il piloter ces projets-là. Mais il faut essayer de discuter avec ses collaborateurs ou ses conseillers, on va vous apporter. Ça permet également de se déstresser tout simplement. Alors pour finir, c'est vrai, il y a des tisanes également. On conseille le thé vert. Je ne sais pas si vous l'avez une fois testé. Oui, moi j'aime bien. Tout simplement. Donc on conseille aussi le thé vert. Faire une petite infusion à la maison, le mettre dans une glacière si vous voulez très bien. Lorsque vous êtes au boulot, vous vous sentez tellement stressé, prendre une petite tasse où vous allez mettre votre thé vert, vous prenez, le tour est joué. Enfin, il faut bien s'hydrater lorsqu'il s'agit d'un stress spontané, tout simplement vous avez un petit souci. Essayez de s'hydrater proprement et puis qu'est-ce qu'il faut ajouter? Faire quelques navettes dans la maison, et que ce soit au boulot, à la maison ou au boulot, faire quelques navettes, faire une marche, ça permet également de se déstresser. Alors Nachat, moi j'ai une question. Est-ce que le stress peut être pathologique? C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui sont constamment stressées, tout le temps. Alors, je pense que je ne suis pas spécialiste, mais ce que je peux dire, le stress peut être pathologique lorsque vous êtes stressé, vous n'essayez pas de gérer vos stress ou vous n'allez pas à l'hôpital. Là, ça persiste et puis ça peut créer beaucoup de choses. Quand j'ai parlé des impacts, j'ai parlé de l'augmentation de la pression artérielle. Lorsque déjà
et qui peut même aboutir à des maladies cardiovasculaires tout simplement. Dans ce cas, on ne peut pas dire tout simplement que le stress c'est une maladie ou c'est une pathologie, mais lorsque ça persiste, puis vous n'allez pas pouvoir un spécialiste à l'hôpital ou dans les centres de santé, là ça peut aboutir à d'autres maladies cardiovasculaires par exemple. Bah, je pense que voilà, Ancheta a dit beaucoup de choses hein, sur le stress. C'est évident que lorsque vous travaillez, lorsque vous avez des projets, c'est compliqué parfois de pouvoir gérer ce stress. Mais je pense que il y a moyen de toujours voilà, remédier à ce genre de stress là et de peut-être transformer parfois la pression qu'on a en pression positive et essayer de faire peut-être mieux que ce qu'on fait déjà. C'est vrai que le stress n'est pas forcément un événement malheureux. Ah oui, on peut être stressé. Par exemple, au cours d'un mariage, on peut être stressé. C'est un événement heureux, mais qui pousse vers le stress. J'espère que nos très chers téléspectateurs ont pris leur calepin et leur stylo et ont bien noté toutes les astuces que Nachat nous a livrées ce matin. Merci beaucoup. On va juste aller à l'essentiel. Et moi, je penche plus pour le yoga et puis la marche. Ça me détend. Tu n'aimes pas les activités sportives. Ça là, franchement, je ne suis pas là-bas, je ne vais pas mentir. Mais c'est conseillé de courir aussi, hein. C'est très important. Oui, avec peut-être une musique douce et puis voilà. La musique là, c'est l'astuce la plus populaire. J'allais oublier. Ok, d'accord, on continue donc cette émission et tout à l'heure, nous allons avoir des défis à relever du côté de Ézéchiel qui vient avec 3 plus précisément. C'est juste après le générique. Alors Ézéchiel, tu nous viens aujourd'hui avec 3 défis à relever. C'est bien ça, aujourd'hui je vais offrir 3 défis, normalement ça va être 2, voilà, ça va être 2 chaque semaine, mais aujourd'hui spécialement en signe du premier numéro du plateau du bien-être, je vais mettre un petit bonus, voilà, de la rentrée, je vais mettre un petit bonus pour les téléspectateurs. Alors tout de suite on va y aller avec le premier défi qui va consister à faire un peu de méditation cette semaine, tous les jours lorsque vous allez vous lever, même avant peut-être, enfin pour ceux qui prient, lorsqu'ils se réveillent, maintenant même avant d'aller à la douche, de faire une petite séance de méditation qui va vous permettre bien sûr de réduire le stress dont nous a parlé tout à l'heure Nachat aussi. Alors disons que le yoga et la méditation ça se ressemble un peu, mais il faut noter que le yoga c'est un exercice qui demande aussi parfois quelques mouvements, alors que la méditation c'est vraiment vous poser dans une position, voilà, peut-être qu'on va avec la complicité de la réalisation qu'on va avoir à l'écran, donc ça va permettre de pouvoir vous poser, de vous vider un peu l'esprit, voilà, de réduire, comme j'ai dit tout à l'heure, le stress, voilà, chez vous. Maintenant, après, il faut savoir que c'est aussi un exercice qui permet aussi de pouvoir réfléchir sur voilà, les choses de la vie, sur vos projets, tout ça. Donc c'est disons une astuce qui permet à beaucoup de personnes de se détendre voilà, au sein de leur vie quotidienne. Alors, l'image est la même. Voilà. Je pense que ça c'est le yoga. Voilà, il y a d'autres personnes beaucoup disent que c'est plus spirituel. Voilà, c'est plus spirituel, mais c'est très intense aussi à la fois. Donc voilà, ça permet vraiment de se défouler, voilà. En tout cas, lorsque vous aurez fini de méditer, vous allez ressentir en vous un certain calme, une certaine paix. Voilà, ça va vous permettre de pouvoir, voilà, disons, rebooster, voilà, vos énergies. Alors, qu'en est-il du deuxième défi? Deuxième défi sportif. Voilà, pour les personnes qui n'aiment pas le sport, justement, comme tu le dis, je vais vous inviter à pouvoir aller faire une activité sportive, que ce soit du footing, du jogging, de la marche, du foot, n'importe quelle discipline sportive si vous voulez, d'au moins 30 minutes. Voilà, choisissez celle qui vous convient et puis allez-y, 30 minutes d'activité sportive tous les jours. Voilà, pour toutes les personnes voilà, qui ne le font pas, qui ne font rien comme sport, on les invite à faire du sport voilà, cette semaine. Il est aussi important de faire du sport, pas seulement parce que c'est important de protéger son cœur en fait. Et le sport, c'est disons le moyen le plus efficace pour protéger son cœur. Donc lorsque vous mangez tout le temps, vous prenez beaucoup de calories, tout ça, et que vous ne protégez pas le cœur, c'est difficile parfois de pouvoir en tout cas d'avoir une bonne santé voilà, cardiovasculaire. Donc je vous propose de faire quoi, du jogging, la marche pour ceux qui veulent commencer, ou peut-être des personnes qui disons
sont obèses, par exemple. Voilà, là, c'est plus la marche pour commencer, pour débuter. Après, pourquoi pas évoluer, aller à la salle de gym, voilà, soulever des fonds, tout ça. Mais pour le moment, c'est juste 30 minutes d'activité sportive. Voilà, faire du vélo. Voilà, très intéressant aussi. La natation aussi. Surtout pour Blandine qui n'aime pas les activités. En plus, la natation, là, c'est plus sportive. Hein. Mais oui, c'est un sport qui est très complet, qui fait travailler vraiment tout le corps, que ce soit les jambes, le dorsaux, tout ça. C'est un sport qui est très, très, très complet aussi. Donc voilà, défi sportif pour vous. 30 minutes d'activité sportive tous les jours, du lundi au vendredi. Et on verra bien ceux qui pourront arriver à réaliser ce défi-là. Et c'est parti. le chrono est lancé. Alors, pour le troisième défi, j'espère qu'au moins tu vas me mettre là-bas. Ezekiel, pardon. J'espère que tu pourras y être défi hygiénique, voilà, pour les personnes qui n'ont pas fait le ménage chez eux depuis longtemps, surtout en cuisine. C'est très important parce que, voilà, vous savez que la cuisine, c'est de là que sort tout ce que nous mangeons. Justement. Donc, c'est important d'avoir, voilà, une certaine hygiène au niveau de la cuisine. Et vous savez, souvent, ce qui nous dérange à la cuisine, c'est quoi? Les cafards. Les cafards, les moustiques, les souris. Le gecko. Voilà, les souris, les geckos. Les mouches. Vous avez vraiment tout cité. Ce sont les genres d'insectes, voilà, d'insectes, d'animaux, voilà, qui nous dérangent vraiment en cuisine. Donc, c'est important de faire le ménage. Essayez de mettre les produits, voilà, qu'on conseille généralement pour les faire sortir. Comme vous voyez, notre ami là, la souris, voilà, qui fume un peu dans la cuisine. Donc, voilà, c'est important de faire sortir ce genre d'animaux, d'insectes pour garder peut-être nos repas que nous laissons. Vous allez voir, on laisse un pain et voilà, la souris vient grignoter le pain pendant la nuit. Voilà, même l'argent. Donc voilà, important de pouvoir faire sortir tout ça et garder une cuisine saine parce que même la nuit, hein, il passe sous les plans de travail. Donc c'est important aussi de nettoyer les plans de travail souvent pour éviter les couverts pour éviter d'avoir des contacts avec les microbes qu'ils ont laissés. Donc pour résumer, Ezekiel. Alors, défi voilà, psychologique et spirituel, la méditation, défi hygiénique, voilà, pouvoir ranger sa cuisine, faire chasser, en tout cas chasser les insectes qui ne sont pas bons pour nous. Et enfin, défi sportif, 30 minutes d'activité sportive par jour. Merci beaucoup Ezekiel. J'espère que nos très chers téléspectateurs auront à relever le défi. En tout cas, moi, je me promets de relever au moins le premier défi là. Oui, le premier défi là. Le yoga, je vais faire ça. Encourage pas les téléspectateurs. Alors, ainsi, tout est bien, qui finit bien, on le dit. Le temps, franchement, le temps est contre nous. Nous allons devoir vous laisser. J'espère que vous avez eu à passer d'excellents moments en notre compagnie. Vous étiez dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Rendez-vous est donc pris demain matin à partir de 10h30. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye. Bye. Bye.